Dans cette session, je vais vous guider étape par étape à travers un exemple réel afin d'illustrer les incohérences typiques que l'on trouve dans les données financières et, et de vous montrer comment identifier les informations économiques potentiellement peu fiables dans le formulaire financier, dans la campagne, dans un rapport, dans une réponse donnée par un partenaire bénéficiaire. So, donc, à des fins de formation, j'utilise des exemples de données économiques, mais ces erreurs similaires peuvent également se produire, pardon, euh, dans les données de production. Par exemple, euh, je parle à titre d'expérience, hein. Une entreprise peut déclarer avoir produit 3 tonnes de produits, mais n'en avoir vendu que 2, sans signaler aucune perte post-récolte. Donc, automatiquement, vous pouvez déjà identifier qu'il y a un problème et en même temps le signaler, cette incohérence signalée à l'entreprise ou le souligner à l'entreprise pour être sûr que c'est vraiment ce que il voulait enregistrer. Dans un autre cas aussi, une entreprise peut déclarer une production de 3 tonnes par exemple, mais déclarer avoir vendu. Il peut dire, oui, il peut déclarer une production de 3 tonnes, mais déclarer aussi avoir vendu une production ou un produit de 10 tonnes sans indiquer qu'il n'ait acheté d'une tierce partie ou qu'il n'ait collecté cela chez des revendeurs ou ainsi de suite. Donc, vous pouvez déjà identifier qu'il y a eu un gap là et c'est en réalité votre rôle en tant qu'expert d'identifier ces gaps et de pouvoir mettre la lumière là-dessus. D'accord? Donc, quand on prend le cas d'espèce ici, moi, je voudrais utiliser ces données ici. Bon, déjà, cette page, je pense que vous la reconnaissez et vous la reconnaîtrez. C'est déjà les 3 piliers de la durabilité du colite. On en a brossé durant la formation jusqu'ici. Donc, vous avez sûrement reconnu ces 3 piliers-là. Donc, dans le rapport, ça, s'il y a une page comme ça qui est dédiée qui vous donne une vue globale des performances de l'entreprise relatives à ces 3 piliers que vous voyez sur mon écran. Donc, moi, ici, dans la formation, je vais juste me focaliser sur la partie économique, juste pour vous donner quelques exemples, parce que c'est généralement la partie la plus dense ou la partie la plus qui donne matière à réfléchir. Donc ici, sur la base de mes expériences personnelles, je vais juste vous partager quelques tips et que vous aussi, parce que les données ne seront pas pareilles, hein, elles varieront d'une entreprise à une autre. Donc, ce sera à votre tour de détecter ces incohérences et de les faire savoir ou de vous rapprocher de l'entreprise pour d'éventuelles corrections. Dans une vidéo précédente, je vous ai déjà montré comment télécharger ce type de rapport. Donc, vous pouvez aller voir cette vidéo, revoir cette vidéo pour télécharger ce type de rapport pour votre entreprise. Donc ici, si je me focalise, comme j'avais dit, sur les données financières pour détecter les incohérences, d'accord? Commencez toujours, d'expérience personnelle, hein, commencez toujours par vérifier la cohérence oui, la cohérence des données comptables de base. D'accord? Vérifiez d'abord que l'équation du bilan est respectée, c'est-à-dire que le total de l'actif doit être égal au total du passif plus les capitaux propres. D'accord? Un peu comme vous pouvez voir dans le tableau ici. D'accord? Dans l'exemple fourni, vous allez voir à peu près 252 millions d'actifs et à peu près 207 millions de passifs. Et les capitaux propres sont autour de 44 millions. D'accord? Sont autour de 44 millions. Donc ici, je vois que
Voilà, donc ici, je change un peu d'écran pour que vous voyez les données, les KPI en français, les indicateurs en français. Donc, comme je disais, dans l'exemple fourni, les actifs s'élèvent autour de 252 millions et les passifs autour de 207 millions. Et vous allez voir les capitaux propres qui sont autour de 44 millions. D'accord? Ce qui est mathématiquement correct. Donc là, il n'y a pas à première vue de problème. Cependant, vous devez ensuite examiner aussi la structure du bilan. D'accord? La structure du bilan. L'actif circulant doit être normalement inférieur à l'actif total et le passif circulant inférieur au passif total. D'accord? Et ici, l'actif circulant et le passif circulant sont égaux à leurs totaux respectifs, comme vous pouvez voir dans le tableau, ce qui est vraiment rare. D'accord? Ce qui est vraiment rare. Et cela signifie quelque part que la société n'a pas d'actifs non circulants, ni de passifs à long terme. D'accord? Je ne sais pas si vous êtes familier avec les thèmes actifs et passifs, mais pour une entreprise dont le chiffre d'affaires est supérieur à 800 millions, il est, il est difficilement pensable que l'entreprise n'a pas de bureau, par exemple. N'a pas de bureau, n'a pas de terrain, n'a pas de meubles. Vous voyez un peu? Donc, n'a pas de, de ces données-là pour pouvoir le mettre dans son tableau, dans son récapitulatif ici. Pour une entreprise qui a un chiffre d'affaires de 800 millions, cela est tout à fait irréaliste qu'on ne puisse pas voir en fait ces données-là transparaissent dans les fiches comptables. Et cela devrait en même temps attirer votre attention. C'est un premier signal d'alerte, d'accord, pour de telles choses. Et après aussi, j'ai aussi fait un petit cap ici, voilà. Ensuite, vous pouvez aussi vérifier les fonds de roulement net en soustrayant les passifs courants des actifs courants. Comme vous pouvez le voir dans mon tableau ici, vous pouvez soustraire les actifs courants des passifs courants pour pouvoir voir le fonds de roulement euh, net. Ici, le résultat est autour de 44 millions, ce qui correspond exactement euh, aux capitaux propres. Une égalité très inhabituelle. Ici aussi, il faut le souligner. Et donc, un deuxième signal d'alerte aussi. C'est quelque chose qui doit venir directement, qui doit vous taper directement à l'œil. Je suis sûr qu'avec l'expérience, vous allez remarquer ces petits détails. Et ce que je vais vous demander par la suite est aussi d'analyser les comptes de résultats en recalculant le résultat net à partir du chiffre d'affaires moins toutes les catégories des coûts, exactement comme j'ai eu à faire sur l'écran ici. D'après l'exemple fourni, ici le calcul est mathématiquement correct, mais la marge nette qui en résulte est d'environ de 69%. Je le montre sur ma prochaine slide normalement, voilà. La marge nette ici qui en résulte est de 69%, ce qui est presque impossible dans des conditions économiques normales. Et sujet que peut-être il y a eu une bifurcation quelque part, une entreprise qui fait 69% de marge, bon, c'est pas impossible, mais c'est rare. Et cela doit attirer votre attention. Et vous devez généralement voir ça de plus près avec l'entreprise. Cela indique que peut-être les chiffres ont été mal remplis ou peut-être manipulés à un niveau donné. Mais c'est votre rôle de vous rapprocher de l'entreprise très poliment pour pouvoir voir cela de plus près. Voilà. Vous devez également aussi vérifier la cohérence
de l'EBITDA, excusez si je prononce mal, qui devrait être égal au résultat net plus les impôts, les intérêts et les amortissements. C'est idéal, enfin, c'est ce que dit la formule. D'accord? Et comme ces trois éléments sont déclarés comme nuls, euh, l'EBITDA devrait être égal au résultat net, mais l'EBITDA déclaré ici est bien inférieur, ce qui indique qu'il y a une incohérence majeure dans les données. D'accord? Il y a une incohérence majeure dans les données. Parce que, enfin, la comptabilité, ça ne trompe pas. S'il manque un zéro quelque part ou si une case est vide, on devait le faire, on devait voir ça sur toute la ligne. Mais ici, bon, on voit que une case n'est pas remplie, mais on nous dit que, bon, voilà, le chiffre total, ça tombe. C'est pas du tout normal, c'est pas du tout cohérent. Un autre signal d'alerte important est aussi la présence de valeurs nulles. Comme vous pouvez voir dans le tableau ici, je pense que voilà, j'ai mis ça sur une slide séparée aussi. La présence de valeurs nulles pour l'amortissement, les intérêts et les impôts, par exemple. D'accord? Pour une entreprise de cette taille, une entreprise de cette taille-là qui ne paye pas des impôts, c'est irréaliste. On va dire tout simplement. Irréaliste. D'accord? Cela indique peut-être une mauvaise compréhension du formulaire, pourquoi pas, c'est possible, ou soit une déclaration délibérément erronée ou une omission tout simplement involontaire. Et peut-être la dernière chose sur laquelle je vais insister, c'est les doublons aussi. Il est possible que parfois, enfin, la personne mette les mêmes chiffres à plusieurs endroits. Donc, il faut rechercher aussi les doublons suspects tels que les chiffres d'affaires. Ici, vous allez voir le chiffre d'affaires total qui va être égal à un autre chiffre d'affaires en particulier dans leur bilan. Donc, il faudrait que vous puissiez identifier cela très rapidement pour revenir à l'entreprise. Lorsque de tels problèmes sont détectés, vous pouvez demander à l'entreprise de revoir les chiffres et de fournir les résultats financiers utilisés et qui ont servi à remplir ce formulaire ou cette partie-là, par exemple. Donc, pour me résumer cette partie, vérifiez toujours l'équation du bilan, la présence d'éléments non courants, la logique euh, du fonds de roulement net et toute marge nette supérieure à 30-35%, c'est suspect. C'est suspect. Il faudra poser les bonnes questions pour être sûr que c'est vraiment ce que ils ont voulu remplir, ils ont voulu mettre dans le formulaire et pourquoi pas identifier aussi d'autres aspects ou d'autres réponses suspectes dans leur formulaire. Et ce que j'ai mis ici, c'est à titre indicatif et c'est à titre venant de mes expériences. Généralement, quand vous touchez ces points-là, ces petits points, vous allez voir que les autres indicateurs, les autres chiffres, les autres données se corrigent automatiquement dans le formulaire et vous avez quelque chose d'intéressant et d'exploitable. Mais ici, veuillez noter qu'il est important euh, euh, que ce processus ne consiste pas à juger l'entreprise. D'accord? Déjà, le SAS en elle-même, il ne s'agit pas de juger l'entreprise. On n'est pas là pour faire un audit pour les entreprises. Vous n'êtes pas là pour auditer les entreprises. Vous êtes là pour les aider à remplir le formulaire. C'est un système d'auto-évaluation. Vous ne les évaluez pas, le colis ne les évalue pas. On collecte juste les données et on a mis ce système pour qu'ils puissent s'auto-évaluer, voir leur propre performance, qu'est-ce qu'ils font, où est-ce qu'ils en sont par rapport à là où ils vont. D'accord? Donc, vous n'êtes pas là pour les juger. Peu importe les données qu'ils mettent dans le système, vous n'êtes pas là pour les juger. Vous êtes là pour vous assurer qu'ils aient mis les données, les bonnes données aux bons endroits. D'accord? Et qu'ils ne commettent pas de ces erreurs dans le formulaire qui vont fausser derrière les estimations ou les calculs. Donc, approchez-les avec courtoisie, avec respect et expliquez-leur que vous avez constaté un certain nombre de problèmes, un certain nombre d'incohérences dans le formulaire et que vous voulez vous assurer simplement que c'est vraiment ce que ils ont voulu mettre dans le formulaire qui est là. Donc, voilà.
et vous voyez, vous allez dans les détails avec eux pour pouvoir corriger cela et cela doit pouvoir se faire. Donc, si entre-temps quand même, vous n'arrivez pas à avoir gain de cause, mettez-le dans votre rapport ou si ça constitue un point bloquant, contactez votre chargé de projet au collègue qui va forcément se connecter ou va rentrer dans la danse aussi pour pouvoir voir comment vous assister efficacement. Donc, merci pour votre attention. Je pense que c'est la fin ici et on se retrouve dans une autre vidéo.